bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode 97 du Dreamcast Show. 97, c'est l'occasion de passer un coucou, du coup, à nos auditeurs d'outre-mer. Donc aujourd'hui, on en profite pour passer un bonjour au 97.1, 97.2, 97.3, 97.4 et 97.6. Donc un bonjour à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nous, on va se retrouver pour un nouveau profil de draft. Le profil de draft du très, disons, difficile à analyser, Ace Bailey. Alors pour ça, on va retrouver Baptiste qui a beaucoup à dire sur le profil de draft qui fait beaucoup parler ces derniers temps. Peut-il être pris devant Dylan Harper? Peut-il même être pris devant Flag? Alors, on se retrouve tout de suite pour un plus d'éléments de réponse avec Baptiste. Bonjour Baptiste, comment ça va? Bonjour Azad. Écoute, ça va. Je suis très content de te retrouver Ah oui. pour un. Bah oui, parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas tourné. Non, je suis très content de te retrouver pour un profil de draft. Je trouvais ça très cool de t'avoir un peu dans l'aventure. Alors, il n'y a que moi aujourd'hui, Hmm. donc je vais essayer d'être calme et mesuré et j'espère que je serai le plus objectif possible sur notre ami Ace. Bah oui, parce que j'ai un peu l'impression. Moi, j'ai tapé un peu Ace Bailey sur internet. Et tu veux savoir, le premier truc sur quoi je suis tombé, c'est Paul George qui dit qu'il prendrait Ace Bailey à la place de Cooper Flag comme premier choix de draft. Du coup, je me suis dit, ça perd l'hypopète. Ça va être un sacré épisode quand je vois les notes qu'il y a sur le Google Drive. Du coup, je me dis, bon, il y a quand même l'impression que le spectre un petit peu sur ce joueur, il va de très haut. Du coup, chez nos amis podcasteurs américains tels que Paul George, on rappelle qu'en fait, Paul George, il est comme nous, c'est avant tout un podcasteur de basket, Ouais. vu que il joue moins au basket que nous, même récemment au final. Donc, on va dire que c'est un peu un collègue à nous. Et donc moi je me dis, mais comment il peut être aussi bien évalué ailleurs et aussi mal évalué parfois dans d'autres podcasts ou chez d'autres analystes. Sur le drive, par Sur le exemple. drive par exemple. Et l'autre truc qui m'avait fait marrer, c'est que quand vous en avez parlé vite fait avec Guillaume lors du dernier hebdo, Guillaume a dit, dis-moi ce que tu penses d'Ace Bailey et je te dirai quelle analyse tu es. Mais du coup, avant de défiler un petit peu et de donner ton avis, parce qu'on va pas donner le mien au final, vu que j'en ai pas, mais avant de développer un peu sur ton avis, on va le présenter. Du coup, on a Arius Ace Bailey, né le 13 août 2006, a longtemps été du coup annoncé comme numéro 2 de cette cuvée derrière Flag, Cooper Flag, et un peu vu comme son seul concurrent. Mais du coup, c'est un recrue 5 étoiles comme son collègue des Rodgers, qui est Dylan Harper, qu'on a déjà présenté. Ces deux joueurs ne vont pas jouer la March Madness parce que l'équipe a été trop mauvaise pour s'y qualifier. Donc du coup, il y a un peu la question de pourquoi il est annoncé aussi haut. Et du coup, j'ai un peu l'impression que c'est quand même beaucoup lié à son profil physique et aussi peut-être à son régime de tir de superstar. Et du coup, est-ce que toi, tu peux nous présenter un petit peu Hmm. l'idée du joueur avant de nous présenter le joueur en tant que tel? Mais déjà, je pense que sur ce genre d'épisode, c'est ultra intéressant d'avoir aussi en fait un profil enfin un profil, un analyste ou un présentateur, mais enfin de t'avoir toi en tout cas, avoir une personne qui a un peu de recul sur la situation, Mhm. parce que ça permet de se dire, tiens, est-ce que le profil qu'on va décrire pour toi, qui n'est pas du tout dans les mocks, etc., Ouais. est-ce que c'est un profil qui a de la valeur ou pas? Tu Ok. vois? Et Ouais. c'est un peu le truc de, en gros, je te présente plein de produits, tu vois, moi je te vends plein de produits, Oui. et voir si toi tu vas les acheter ou pas, en n'étant pas biaisé par bah, l'affect, parce que t'as de l'affect pour aucun au final, Non. pour l'instant, Mm. par les mocks de certains ou les Mm. mocks d'un que t'aimes bien, etc. Et du coup, je trouve ça assez intéressant
de voir un peu, l'avis de quelqu'un qui a un peu de recul sur la question, quoi. Ouais, bah c'est bien de pouvoir un petit peu travailler là-dessus. Surtout que ça a l'air d'être un profil vraiment, genre, qui a l'air d'avoir vraiment des gros traits de caractère, disons. Ouais, Pas en termes seulement de personnalité, mais en termes de style de jeu. Et il y a aussi des indicateurs qui semblent être, bah, du coup, assez problématiques. Du coup, c'est vrai que c'est quand même assez curieux, là, quand tu regardes son profil à l'époque des analytics, c'est un petit peu la ouais. compréhension de la valeur de l'efficacité, d'avoir un profil qui est aussi haut. Mais du coup, qui est l'idée Qui un est petit ce peu, Ace? qui est ce ace? Quelle est un peu l'idée théorique du joueur en tout cas? Mais du coup, Ace, je vais essayer de lui rendre un premier service. J'espère que vous l'avez chez vous, parce que visiblement Azad ne l'a pas. Ah oui, d'accord. En faisant un profil, enfin on va dire vraiment amélioratif, comprendre pourquoi est-ce qu'il est si haut dans les drafts. Et comme tu l'as dit, il y a un peu un fantasme de par un profil physique qui est super rare en fait. C'est un joueur qui est annoncé à 6'10", donc la Donc taille de Tatum la vraie taille de Tatum du coup. d'après nos inside, et avec une envergure de 7 pieds. Donc on est sur un joueur qui déjà est grand, mais c'est pas un qui a, on va dire, presque des mensurations d'intérieur, même si on attendra le combine. Et sur la taille, je sais pas s'il est vraiment à 6'10", enfin aussi haut qu'il est annoncé, mais bon, c'est un débat pour un autre jour et on peut que spéculer. Donc pour l'instant, on va prendre ce qu'on a, on va prendre les mesures auxquelles il est annoncé. Et c'est un joueur qui a un profil, on va dire, des skills balle en main en fait. C'est un joueur qui a des skills balle en main. Et c'est pas du tout un intérieur, c'est plus un joueur extérieur. Et donc, c'est un joueur qui prend beaucoup de tirs compliqués, qui les met aussi souvent. Donc, c'est soit tough shot maker, soit tough shot taker, ça dépend comment on voit. Mais du coup, ça fait un profil qui est un peu une machine à highlights, tu vois. Si tu Mhm. regardes que les highlights, c'est limite plus impressionnant que Cooper Flag parce que tu vas avoir un gars qui est de 2m10, quoi, en gros, quasiment, Mhm. en tout cas annoncé, 2m8, qui va mettre des fadeaway au-dessus de tout le monde, qui prend des 3 points, qui prend des pull-ups et qui, en défense, met des contres qui sont là aussi souvent ultra spectaculaires. Et du coup, bah, tu as un peu ce truc de se dire les outils physiques, ça peut pas s'acheter. Par exemple, un joueur qui fera 1m85, tu vois, je sais pas moi, Mhm. Nadir Rifi, par exemple, je sais qu'il disait ça, je sais plus dans quelle interview, que lui, son rêve, c'était juste quand il voit des joueurs de 2m10 qui vont pas au panier, ça le rend fou parce que lui, il rêve que Mhm. de ça. Oui, oui. Mais du coup, à 18 ans, je crois qu'il a pas encore, il va avoir 19 ans en août, du coup, le Mhm. 13 août, bah, il y a un peu ce truc de se dire, ok, il est grand, il a dû toucher de balle, il a un peu de ballon, il a un peu de skills, il met des contres, et en fait, tout le reste, le dribble, comment dire, le shoot va s'améliorer, le dribble va s'améliorer, les lectures, on pourra le travailler, etc. Et donc, tu as un peu ce fantasme du, de, peut-être pas la licorne, mais tu vois, les comparaisons avec KD, j'ai envie de dire que, en tout cas, c'était quelque chose qui revenait pas mal au lycée, j'ai envie de dire, elles sont faciles, quoi. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qui fait. Enfin, c'est quoi son style de jeu? C'est lié à quoi? Pourquoi il est si orienté tough shot making? Pourquoi il va si peu au cercle? Parce Et que ben justement, c'est quoi est-ce que c'est quoi les causes? bah, en fait, c'est ça qui est intéressant. Il faut peut-être commencer par dire les stats. C'est que sur le profil de tir, on a un joueur qui est Mhm. méga orienté mi-distance. Ouais. Il y a Euh, deux fois c'est plus de mi-distance que de tir au cercle. quasiment, ouais. Si on enlève les dunks, c'est ça, en fait. Oui, ok. Oui, elle est vendue. Non, mais en plus, C'est c'est vrai, c'est complètement vrai. ça, parce que si t'enlèves en gros les dunks et la transition, bah, Oui. sur demi-terrain, c'est un joueur qui vit dans le mi-distance. Ouais, ouais. Même bien plus que dans la zone à 3 points, enfin que derrière la ligne à 3 points, pardon. Mais en fait, bah, directement, tu rentres dans le truc de, ok, c'est super spectaculaire, mais il y a un peu ce côté, t'as plus l'impression qu'il le subit, parce qu'il a des grosses limitations, en tout cas à l'heure actuelle, plus qu'il ne le choisit. Et en fait, déjà, t'as un joueur qui, je trouve, peut-être athlétiquement, est pas si élite que ça.
dans le sens où il a un bon premier pas, mais c'est pas élite. Il est assez rigide, tu vois, dans ses changements de direction. Il est pas super fluide. Il a un dribble qui est super haut et il est assez fin pour l'instant. Pour l'instant, ça c'est des faits. Il y a certaines choses qui peuvent se travailler, mais du coup, tu as un joueur qui, en fait, bah, même s'il aimerait aller au cercle, il a beaucoup de mal sur justement l'accès au cercle et il a beaucoup de mal à passer des premiers pas, à garder son dribble pour aller jusqu'au panier et ça se voit même sur sa finition au panier. Alors, on parle d'un joueur qui est du coup, il y a 27% de fréquence au panier, mais que Mm. si on enlève les dunks, il est à 61% de réussite au cercle, ce qui est pas mauvais, mais ce qui est pas élite, tu vois. Si tu compares à Tatum, il est à 70%. Ouais. Donc ça veut dire que même quand il y va, il n'est pas élite. Et en plus, j'ai plus le chiffre exact, mais si on regarde que les... J'ai pas le chiffre updaté, on va dire, mais que les lay-ups et pas les cuts ou les paniers de transition, etc. Donc vraiment les tirs en fin de drive, bah en fait, il était 27e centile de NCAA en Mm. réussite sur les lay-ups au panier. Donc en fait, même ce 61%, il est un peu boosté par des dunks, de la transition, Mm. etc. Et en fait, tu as un joueur qui, du coup, a du mal à aller au panier. Et même quand il y va, il a très peu il est pas très agile. Il a pas des bras si immenses que ça, donc il trouve très peu d'angles. Il a beaucoup de mal à résister au contact. Il y a pas mal d'actions où vraiment il explose au contact, au point où, du coup, bah, tu as un joueur de 6-10 qui va refuser le contact, quitte à parfois prendre des flotteurs. Il y a pas mal de séquences où il arrive à driver, etc. Et il contracte la défense. Alors, on pourra revenir sur le passing, il fait pas la passe, etc. Mais vu qu'il sait qu'il peut pas résister au contact et que l'aide est en place, eh ben, il va prendre un flotteur qui est ultra contesté. Et du coup, bah, c'est vraiment c'est assez frustrant en fait de voir ça. Parce que oui, tu as le profil qui peut faire rêver, mais en réalité, quand tu rentres un peu dans les micro-skills, tu vois, t'as pas mal de choses qui font assez peur. Et même là, c'est un joueur qui est pas très coordonné, etc. Et il y, a il y a une action, peut-être que je la posterai, enfin je vais essayer de la poster, mais c'est contre Alabama, contre le numéro 10 d'Alabama, j'oublie toujours son nom, mais que j'aime bien, mais qui en gros est en aide, et Ace Bailey essaye de monter au lay-up, et quand je te dis il explose, c'est-à-dire que c'est vraiment comme s'il se prenait un mur, il rentre dans le joueur, et il retombe. Et le joueur, le numéro 10, il ne bouge pas. Et du coup, tu as vraiment ce côté où, ok, il a les mensurations, mais il n'a pas du tout tout le reste, en fait, j'ai envie de dire pour l'instant. Et ça, c'est lié la sensation qu'il a du mal à aller au cercle et d'être efficace au cercle. Est-ce que c'est lié au spacing du coup de cette équipe qui est un peu problématique ou tu vois par exemple avec Dylan Harper du coup une vraie différence entre les deux? Bah ouais, en vrai, c'est cool de le faire après Dylan Harper parce que du coup, bah, Harper, tu as un vrai côté de. Il peut driver dans le trafic, il a un peu ce côté où le footwork, la technique de finition est vraiment bonne. Hmm. Et c'est pour ça que limite ça dessert Bailey pour moi. Oui, parce que tu as un Parce élément de que comparaison direct avec la réussite au cercle quoi, et l'efficacité sur drive au final. Exactement, exactement. Et t'as pas mal de séquences où tu vois, je trouve la façon de placer ses appuis, c'est un peu grossier. Il est toujours très, très arqué. Donc il a très peu de variations, même dans son footwork, tu vois, je fais des petits pas, puis après j'accélère, enfin, j'agrandis ma foulée quand je me rapproche du cercle ou quoi. Et même verticalement, il est pas ultra vertical. Donc au final, même quand il va au panier sur drive par lui-même, en tout cas quand il se crée le layup, Hmm. bah c'est pas un Yanis ou un joueur qui est ultra dominant physiquement parce que ok il a les mensurations, mais comme j'ai dit il est pas si athlétique que ça et au-delà de ça du coup bah, ça crée beaucoup de problèmes c'est un joueur qui vit beaucoup sur du shot making, du mi-distance, des fade away, un peu de post-up, etc. quoi. Ok. Et du coup, tu parles aussi de son passing qui est pas très bon. C'est quoi en gros les problèmes? C'est qu'il voit pas ou qu'il passe pas ou... Parce que j'ai regardé un petit peu les stats et moi ce qui m'a un peu inquiété, c'est que sur la saison, il a perdu 2 fois plus de ballons qu'il a fait de passes décisives. Ouais, bah je pense que
c'est peut-être pour moi c'est le plus gros point faible et le plus gros point noir limite j'ai envie de dire c'est dur à travailler, tu vois, dans le sens où son decision making, je le trouve vraiment vraiment mauvais. T'allais dire vraiment à chier et tu t'es rattrapé et t'as dit juste mauvais, c'est ça. Non, vraiment vraiment mauvais dans le sens où bah je trouve son process mental, il est super lent. C'est-à-dire que malgré tout, on a un joueur euh, du coup, qui est très grand, qui peut être une arme aussi sur le post-up malgré tout, notamment face à des mismatchs. Et bah, du coup, ce qui se passe, c'est que bah, il peut se faire prendre à deux. Et en fait, il est très très. Alors, il y a des petits flashs de temps en temps, etc. Mais il est très très lent pour prendre la décision de à qui je vais libérer la passe. Et il est même pas capable de faire. Enfin, il est même pas capable, c'est un peu dur dit comme ça, mais on le voit très rarement. Voilà, on le voit très rarement. Quand il fait la passe, ça va être libéré côté opposé au joueur qui se retrouve seul parce que tu sais, ça prend un deux sur lui et du coup, ça fait la rotation sur les joueurs qui sont proches de lui. Du coup, le joueur seul, il est souvent corner opposé. Et bah, tu vois, là où un Trey Johnson, on le voit faire ça parfois, et bah, je trouve que là-dessus, sur même la gestion du post-up, c'est pas super bon. Et il va souvent libérer plutôt au joueur qui a eu une passe près. Et après, on va miser sur un mouvement de balle. Mais du coup, ça Mm. permet aussi à la défense de se remettre en place, tu vois. Et j'ai plein d'actions où, comme je dis, tu vois, il y a des drives où il arrive lancer, des actions un peu, des stampede action, où, tu vois, c'est un peu intéressant parce que il arrive après une sortie d'écran, hein, il curl et il arrive lancer. Et la défense va se resserrer parce qu'il n'y a pas le spacing. Et du coup, là, c'est un peu l'œuf ou la poule, mais il va prendre un espèce de flotteur à mi-distance qui est ultra contesté. Là, j'en ai un sous les yeux où vraiment, il a les quatre défenseurs sur lui. Il a les quatre défenseurs sur lui, et bon, du coup, il n'a pas le spacing, donc il fait pas la passe. Mm. Mais j'ai aussi l'impression qu'il le voit pas parce que il y a beaucoup de récurrence, tu vois, là-dedans. C'est-à-dire que parfois, il y a un drive plein centre. Là, voilà, Ohio State, match contre Ohio State, Mhm. drive plein centre, stunt, du coup un play très NBA, tu vois. Mm. Il attaque un décalage, un close-out, drive plein centre, stun de la défense, joueur à une passe près, et lui, eh ben, il prend un pull-up. Parce que du coup, il n'y a plus de ligne de drive, le joueur est seul à une passe près à 3 points, mais il prend un pull-up à mi-distance. Et du coup, il y a un peu ce côté, bah, le decision making, il n'est pas forcément bon, et je trouve que, pardon pour le monologue, je vais te laisser la parole, Non, mais il y a aussi t'inquiète, un hein. autre aspect où ça se voit un peu, c'est, tu vois, dans sa gestion aussi off-ball, Ah, parce bah, qu'off-ball aussi, c'est compliqué. je pense que c'est sa grosse carte, mais off-ball, moi, le truc qui me pose problème, c'est, par exemple, tu vois, il va très, 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 très rarement par exemple, il y a un drive de Dylan Harper, ok? Il y a un drive de Dylan Harper, et lui, il est côté faible. Et donc, souvent, ce que font les shooters, c'est ils se décalent dans le corner Mhm. pour être sur la ligne de passe. Ouais, Et ou il lui, coupe à 45, ou enfin, allez voilà. regarder la vidéo de, allez regarder la vidéo Ah ouais, de Zachary Zaché si vous voulez voir comment fonctionne un joueur off-ball talentueux. mais sur là-dessus, c'est le jour et la nuit pour l'instant. Alors, tu vois, il y a un peu de. Ça se travaille, c'est vrai, tu vois. Mais ne serait-ce que sur des petites choses comme ça, un peu de feel for the game, Mhm. d'instinct pour le jeu. Là où Rizaché est vraiment élite là-dessus, ou même, tu vois, des petites choses comme ça, je trouve que ça se voit pas mal. Et même sur Drive and Kick, bah en fait, vu que son handle est très haut et qu'il a peu de variations et plein de choses comme ça, et que du coup, il doit vraiment se concentrer sur son dribble pour arriver jusqu'au panier. Et comme dit, sur la gestion du contact, de la finition au panier, c'est pas forcément non plus élite. Et ben, t'as un joueur qui, même sur drive and kick, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, quoi. On va quand même être positif, il y a quand même des trucs qui sont cool sur. Je trouve qu'au fur et à mesure de la saison, du coup, c'est cool parce que quand tu scoutes un peu comme moi je le fais, c'est-à-dire que tu t'enchaînes les matchs et t'attends pas une semaine entre chaque match, ben, tu vois un peu la progression en temps réel, Mhm. tu vois. Ouais. Et je trouve que tu vois, sur la gestion des prises à deux, il y a un peu de mieux. C'est-à-dire, bah, il y a des petits moments où il est au post-up, voilà, il a le mismatch, ça prend un 2, et lui, il va voir le joueur qui est soit qui coupe, soit qui est dans le dunker spot. Ça, il y a un peu de mieux.
Mais tu vois, je trouve qu'au global, si tu fais un peu l'évaluation globale, il y a plus de moins que de plus, quoi, en gros, quoi. Ok. Et du coup, si off-ball c'est compliqué, Je reprends un peu d'eau, pardon, je te laisse. vas-y, non mais va. Si, le problème un peu d'un profil comme ça, c'est que t'as un peu l'impression quand même que il n'y a pas de vraie identité, disons, qui peut apporter de l'efficacité, parce que ce qui fait bien, enfin ce qu'il a l'air de bien faire, entre guillemets, c'est la partie mi-distance, parce que du coup, c'est vrai quand tu regardes les stats, tu te dis, putain, bon, quand même, le mec sur plus de, enfin sur 200 tentatives à mi-distance, il est à 46%, ce qui est un chiffre très correct en réalité. Quand tu t'approches des 50% sur ces tirs-là qui sont assez compliqués, c'est quand même une bonne efficacité, mais ça reste des tirs qui, niveau rentabilité, vont pas apporter grand-chose. Et du coup, à part ça, si en plus off-ball, c'est pas très bon, disons, loin du ballon, je me pose la question de est-ce que ça peut être un rim runner, disons, genre, ou en tout cas être un peu plus, peut-être pas comme porteur de balle, mais comme poseur d'écran ou joueur un peu dynamique off-ball, où il est pas du tout prêt non plus à ça. Ça, c'est une question qui est un peu compliquée parce que bah, son rôle à Rutgers, c'était d'être un initiateur d'attaque, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve la projection en NBA, elle est assez dure parce que en gros, le rôle qu'il aura à Rutgers, c'est un rôle de tough shot maker, mais qui est pardon, à moins de, enfin, qui est à 51,4 d'IFG. Donc, ce qui est vraiment très mauvais, qui est en gros assez inefficace de par son régime de tir en fait. Parce que ça reste un joueur qui a quand même un plutôt bon toucher de balle. Même enfin, ouais, un bon toucher de balle. Ce que j'aime bien, c'est un truc. Bon, je vais essayer de le faire en français, mais du coup, son toucher de balle n'est pas excellent, il n'est pas élite, mais il est bon. Tu vois, ce qu'ils disent souvent, c'est il est good, mais il n'est pas great. Tu vois, Ouais. j'aime bien ça, mais tu vois, même sur les matchs, sur la fin de saison, sur les matchs de conférence, on est un joueur qui est à 1,04 points par tir. C'est vraiment, vraiment mauvais, en fait. En IFG, il est carrément sous les 50%. Du coup, mais ça reste un joueur qui, pour répondre à ta question, à Rutgers, était dans ce rôle de créateur d'attaque, en fait, au final. Donc, euh, c'est un peu dur de se dire, est-ce que tu vas avoir un joueur qui peut avoir un rôle un peu différent, parce qu'on l'a pas vu vraiment le faire, en tout cas pour l'instant, dans sa carrière, parce que ça a été toujours la première option ou la deuxième option, mais en tout cas un joueur à 30% d'usage. Après, c'est vrai que je trouve là où c'est intéressant, c'est sur les flashs de cut ou limite de là où il peut utiliser sa longueur un peu plus de menace verticale. Tu vois, ils l'ont fait parfois, mais un Iverson cut qui finit par un curl en fait. Du coup, il coupe au panier. Et là, il est super grand et il peut finir sans poser de dribble et sans avoir à se soucier de toute cette finition. Cette gestion du dribble et vraiment du ballon, vraiment la technique de finition, là il est pas mal. Ou vraiment, tu sais, quand il arrive lancé sur la ligne de fond, bah, ça c'est plutôt pas mal. Euh, mais du coup, c'est une question assez dure de se dire est-ce que, tu vois, poseur d'écran, on l'a pas beaucoup vu en poseur d'écran, quoi. Ok, donc c'est pas, il va pas pouvoir être sinon ouais un espèce de connecteur sur short roll non plus ou un joueur un peu dynamique dans la pose d'écran parce qu'en réalité il le fait pas trop quoi. Il le fait pas trop. Et honnêtement, les quelques fois, le short roll, pour moi, ça rentre aussi un peu dans le decision making. Ouais. Tu vois, Cooper Flag, moi, on en parlera sans doute dans un grand épisode, sans doute le dernier, si on est bon, tu vois, pour faire un peu monter la sauce. Ouais. Mais moi, j'adore le passing de Cooper Flag. Notamment le short roll, je trouve que c'est vraiment, il est élite là-dedans. Et je trouve que vraiment, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit par rapport à un Ace Bailey. Ok, et en plus de ça, ouais, comme tu dis, il provoque pas de lancer, et même sur les lancers francs, il est pas bon. Donc, ouais, j'ai quand même l'impression qu'on s'approche d'un trou noir offensif. Parce que si les ballons, tu les récupères pas une fois qu'il les a, on va avoir un mec qui va peut-être avoir beaucoup de points par possession, points par touche, mais en réalité qui va pas être très efficace parce que
ni shoot à 3 points, ni toucher, ni capacité à provoquer lancer franc, et un régime de shoot qui est un peu à vomir, quoi. Donc, Ouais. c'est. Après, tu vois, je pense que le toucher, en fait, c'est ça qui est très bizarre avec lui, c'est que tu te dis quand même, il y a des moments où il a quand même du toucher. Il y a quand même du toucher quand tu Ouais. regardes pas les chiffres. Enfin, pas les chiffres au lancer franc. Puis après, tu regardes les chiffres au lancer franc et il est à 69%. Et ça peut faire un peu peur, tu vois, parce que en fait, ce genre de profil, il existe si tu es vraiment élite dans dans ton efficacité, quoi. Ouais. Et c'est sûr que pour l'instant, c'est pour ça que je pense qu'il a un toucher qui est bon, mais qui est pas élite. Après, je pense que là où il a une grosse carte à jouer, et c'est un peu moi ce que j'aime le plus avec lui, c'est ce qu'on voit de plus en plus, mais c'est le côté vraiment tir en mouvement, Ok. où il est tellement grand et c'est parfois super intéressant de le voir vraiment en sortie d'écran, bam bam bam, j'arrive, je prends un stagger et directement je me tourne, je suis incontrable avec ma longueur, Ah, etc. ok. Et, À la et Markkanen, un peu, du coup. à la Markkanen, à la comparaison qui revient ultra souvent avec lui, même si pour moi en termes de toucher de balle, c'est pas du tout la même compétition, mais à la Michael Porter Jr. quoi un peu Ok. aussi. Ok, ok. Ouais, je vois un peu le profil. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter sur son attaque où on a un peu fait le tour du profil offensif? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Euh, Ouais, après, je trouve qu'il y a un truc aussi qui m'inquiète un peu, Mhm. c'est euh, le côté, même quand il fait des passes un peu de système, je trouve que ces passes, c'est un petit détail peut-être, mais sont, sont pas précises, Ah, tu vois. ok, ouais. Dans le sens où, bah, il y a une sortie d'écran ou quoi, ok, à Rutgers, c'était pas des bons joueurs, c'était pas des snipers. Il y avait Ouais. pas genre Sam Hauser qui fait une sortie d'écran et si tu lui fais la bonne passe, bah t'as un Mhm. super tir trouvé, tu vois. Mais il y a ce côté où parfois, bah, la sortie de balle, elle arrive trop bas, du coup le gars il doit se baisser pour limite la ramasser, ou des choses comme ça, où elle arrive trop haut, Mhm. ou elle arrive pas dans les mains du gars, quoi. Et après, je pense que sur l'attaque, je pense qu'on a bien fait le truc. Et ouais, en fait, ce qui est très dur à projeter, du coup, c'est quel rôle t'as. Et du coup, pour moi, le truc le plus positif que je pourrais avoir avec lui, c'est que t'as quand même un joueur qui est assez grand, qui a plutôt un bon premier pas, mais pareil, qui est pas du tout élite là-dessus. Donc, il pourra jouer quelques mismatchs de temps en temps. Et pour moi, là où il aura le plus de valeur, c'est s'il arrive à prendre les flashs de quand il shoot en mouvement, vraiment, c'est très beau à voir et c'est bien fait. Tu vois, il y a un peu ce côté vraiment, bah, comme on disait avec Trey Johnson, mais je me relocalise et je tire à 3 points, même si Trey Johnson c'est vraiment super régulier, là où SBD c'est plus des flashs. Mais je pense qu'à terme, on peut quand même avoir un bon shooter. Genre, Ok. il est à 35% avec quand même pas mal de pull-up. Donc, tu vois, je pense sur du catch and shoot, ça peut être pas mal. Ok. Et du coup, moi, je me dis, bah, si t'as un grand, voilà, un peu un joueur, un shooter en mouvement, grand, qui peut apporter des cuts parfois et un peu de mismatch, quoi. Mais la question, c'est du coup, est-ce que c'est ça un joueur générationnel? Je suis pas sûr. Non, bah ça a pas l'air, entre guillemets, à part si t'as un aspect défensif, genre historique, quoi. Et c'est vrai que du coup, vu le profil physique, il y a quand même. En tout cas, il y a le hardware pour que, défensivement, ce soit quand même bah, plutôt fantastique, non? Sur du, je sais pas moi, soit sur du switch all, soit potentiellement aussi comme roamer si elle a l'envergure qui est suffisante. C'est quoi un peu le profil défensif du coup? Ouais, c'est un peu ce que tu as dit, mais je pense le côté, pour commencer aussi avec le plus positif, c'est moi j'aime beaucoup sa défense on ball. Ah, ok. Vraiment, je trouve que ça c'est assez cool. Il switch vraiment bien Mhm. sur les petits. Euh, il peut même switcher sur des bigs, même si tu vois, il y a deux trois fois si on est tatillon ou bah, quand il switch sur le big,
euh, le big lui prend la position et lui il est un peu pas assez fort pour l'instant pour tout à fait faire un front et voilà, paf paf paf, j'ai pas la bonne position mais je lutte, il y a l'entry pass et panier facile, tu vois. Ouais. Mais je trouve dans l'ensemble, il peut switcher sur les grands aussi, Ok. il switch sur les petits, il descend bien, il est bien en position, ça bouge bien latéralement et ça j'aime vraiment bien. Ok. Donc ça je pense que c'est le premier truc qui est assez cool avec lui, Et quoi. du coup, ça peut être un vrai, potentiellement un 3D ou en fait ça va être un 3 et demi distance et du coup ça, c'est un peu, Ouais. Bah c'est un- dans l'idéal, dans l'idéal, t'as un gars qui a beaucoup moins de responsabilités et donc beaucoup moins de mi-distance et Ouais. son attaque va beaucoup plus s'orienter analytics, quoi. Et la défense on-ball est là. Mm. Et j'ai un petit quiz pour toi. Azad. Allez, vas-y. Ce qui est cool aussi, c'est que du coup, tu l'as dit, il a les outils physiques, il est très grand et il a un bloc pourcentage de 4,1%. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? C'est beaucoup, non, quand même? C'est plutôt pas mal, mais c'est sur Sport Référence et c'est pas sur Cleaning the Glass. C'est pas la même façon de compter. Mhm. Cleaning the Glass, c'est le pourcentage de tirs contrés, tout simplement. Mm. Et Sport Référence, c'est le pourcentage des tirs à 2 points contrés. Ok. Donc, c'est un peu boosté puisque l'échantillon total est un peu moins grand. Ouais. Après, 4,1%, c'est plutôt pas mal. Je vais te dire des comparaisons et je vais te demander d'en trouver une, tout simplement. Ok, de trouver le pourcentage d'un certain joueur, justement. C'est là mon quiz. Euh, et alors, c'est le même score que Jabari Parker à Duke. On a Jonathan Isaac qui était à 6%, donc lui il est à 4%, Mhm. c'est voilà. Mais pour te dire à quel point c'est un peu boosté, est-ce que tu peux deviner le bloc pourcentage de notre ami Jaren Jackson Jr. en NCAA? Oh, waouh. 7? Non, t'as le droit à une deuxième chance. 11. 14. Oh, salopard. 14%. Et en fait, ça montre bien que genre c'est un plutôt bon chiffre, 4. Mais. Mais en réalité, c'est pas des chiffres non plus de malade mental, quoi. C'est pas Ouais. des chiffres élite. Et le style percentage, je crois que c'est Guillaume aussi qui dit que c'est un bon indicateur du QI basket et du potentiel de playmaking défensif. Ouais, t'as 1,7. C'est pas ouf, quoi. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Ouais. C'est pas ouf. Et je pense que c'est aussi dû au fait que bah, il est beaucoup plus utilisé, on va dire, sur la baseline en tant que lowman que dans les stunts pour faire les interceptions, tu vois. Et il est bon, du coup, en Lowman, c'est quoi un petit peu ses performances en tant que joueur dans l'aide, du coup? Ça Sa va être- perception, en tout cas, du jeu, quoi. Ouais. Ben c'est assez comment disparate, ça se dit? Oui, ça se Ouais, dit, non? ouais, on peut dire ça. Voilà, c'est réparti, quoi. C'est Ok. réparti. Ça dépend vachement. Mais il y a des flashs. Il y a des flashs de protection secondaire qui sont super intéressants. Dans le sens où il est bien placé, le mec arrive, le guard arrive, je suis bien placé, je suis grand, je saute, je suis pas ultra vertical, tu vois, c'est pas Jaren Jackson Jr. qui est genre à un second saut de malade, etc. Comme dit, c'est pas un athlète, je trouve, élite, Ace Bailey. Mais voilà, il y a des trucs très impressionnants et parce qu'en plus, si tu regardes les highlights, lui, ce qu'il aime bien faire, on pourra y revenir, mais c'est mettre des comptes spectaculaires, c'est-à-dire vraiment contrer, je tape de toutes mes forces, quitte à l'envoyer au premier rang, etc. Oh, le boss. Oh, Javal Magui. Et en vrai, c'est cool parfois, mais je trouve que si tu rentres un peu, encore une fois, dans les micro-skills, Mm. il y a pas mal de trucs où je suis pas ultra fan. Déjà, je trouve que comment dire, c'est un peu tout ou rien avec lui. Dans le sens où il cherche beaucoup le contre, même tout le temps le contre.
Donc, en gros, s'il n'est pas en position de faire le contre, il fera pas la rotation. Tu vois, donc déjà, il y a des rotations qui sont un peu passées sous le tapis, quoi. Ok, on fait la croix dessus. Et même quand il est en rotation, il va avoir cette tendance où, tu vois, je trouve le footwork défensif, ça se dit, non? Bah, ouais, mais au moins le positionnement, tu vois, par exemple. Ouais, le positionnement, mais c'est La plus gestion du tempo des appuis aussi défensifs, tu vois. Ouais, Genre, c'est plus ça, tu vois. C'est la gestion de ses pas défensivement. Ouais. C'est-à-dire que lui, s'il y a un joueur qui arrive dans sa raquette, il va sauter dès qu'il peut sauter. Et il va être un peu grossier, encore une fois, faire des grands pas. C'est-à-dire, bah, du coup, j'ai mis un clip hier, tu l'as peut-être vu, mais le gars arrive dans la raquette et bah, je suis en position de faire le lead. Donc, c'est moi le low man. Le gars, le meneur adverse fait un peu une feinte de flotteur, donc je fais 2 gros pas, je m'apprête à sauter, donc je me mets complètement hors de position. Petite pocket pass dans le dunker spot. C'est pas un joueur élite dans le dunker spot, donc en vrai, j'ai le temps de tourner mes hanches, parce qu'il a plutôt une bonne mobilité de hanches, parce que c'est quand même un joueur extérieur et pas intérieur. Et sauf que là, je retente le contre encore une fois, et je redonne mes appuis. Le boss. Non mais en fait... Non, mais le boss, en fait. Il a tout compris. En fait, c'est un truc pour moi qui me gêne un peu, c'est que c'est quelque chose qui arrive très souvent, tu vois. Même sur ses contres, il y a un côté où, comment dire, il donne, en fait, il time mal, comme dit, c'est ça, c'est une mauvaise gestion du timing. C'est soit il arrive beaucoup trop tôt et du coup, bah, il peut se faire feinter, ou alors il n'est pas face à des guards d'élite et donc, bah, ça passe quand même. Soit il arrive un peu trop tard et c'est mort, mais même souvent quand il arrive trop tôt, du coup il saute rarement en même temps que le joueur qui va au cercle pour finir, tu vois. Ouais. Et donc il finit souvent par être un peu décalé, un peu en hauteur, et donc quand les joueurs prennent un pas en plus pour aller au panier, bah il est hors timing, ou alors ce qui se passe aussi souvent je trouve, c'est que vu qu'il cherche souvent le contre, il saute très rarement de façon verticale, tu vois. Donc en fait, il y a très peu de contest. Et ce qui arrive aussi pas mal, c'est que tout simplement, bah, du coup, lui, il saute, sauf que du coup, bah, le joueur, il se protège un peu avec l'arceau, et du coup, il est plus du tout en position de contester le tir, tu vois. Ouais. Parce qu'il a sauté, pas ultra verticalement, et voilà quoi. Ok. Et ben. Donc, c'est pas ultra positif, Ça me fait pas rêver tout ça. mais ce que. Je continue sur le négatif aussi. Bah, de toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose de positif à dire, donc continue. Hein. Va au bout de Il y la a un démarche. truc, Hein. moi, qui me rend un peu fou avec lui. Et ça a fait pas mal de bruit. Je sais qu'il y avait un clip qui avait beaucoup tourné. Et pour le coup, c'est pas le clip que j'aurais pris le plus forcément parce que je vais m'expliquer, c'est pas clair. Mais c'est les box out. Ok. Il fait très très peu les box out. Tu vois. Il fait vraiment très très peu les box out et il les fait pas bien. Et du coup, le clip qui avait tourné, c'était, il fait pas le, en gros, il y a un tir à 3 points, sauf que c'est un tir long et le ballon revient dans le corner. Sauf que lui, il était allé au cercle pour jouer le rebond, mais du coup, le ballon était revenu sur son joueur dans le corner. Du coup, tu vois, pour moi, c'était pas forcément parlant parce que, bah, oui, tu vois, enfin, c'est rare de faire le box-out dans le corner, tu vois. C'est pas débile de venir au panier pour jouer le rebond, forcément. Mais il y a plein de possessions où bah, il est au panier, ok, il fait pas bien le truc, enfin, pardon, il fait pas bien le truc, mais juste le joueur prend le tir, que ce soit à mi-distance, donc il n'est pas dans la zone pour contester le tir, il ne conteste pas le tir, mais c'est pas un mal en soi, c'est pas grave, c'est bonne défense, etc. Et il se fait même pas bouffer au rebond, c'est juste qu'il se fait bah, dépasser et il se fait prendre la position, quoi. Et du coup, bah, il y a pas mal de rebonds offensifs, tu vois. Danny Wolf, qui est du coup un poste 4-5, je sais pas s'il ira en NBA, s'il fera un rôle en NBA, mais ça c'est du joueur frisson Hazard. Ça c'est du Danny Wolf, 2 m 7-footer qui joue des pick and roll. Incroyable. Et il l'a tué sur les box out, quoi.
2-3 fois, juste. Et je trouve que ça dit un peu des choses sur le côté. Bah, il a pas forcément. Alors, je sais pas, justement. Parfois, ça dit des choses sur le côté. Il a pas forcément. Il a un peu la flemme, tu vois. Parce que bah, il est dans une mauvaise équipe et il a pas envie d'être ultra compétitif et ok. Mais parfois, ça dit aussi des choses sur le côté. Bah, c'est encore une fois, les instincts pour le jeu sont pas forcément très bons, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, ça peut aussi faire un peu peur. Mais du coup, qui va aller prendre ce joueur aussi haut en fait? Mais je pense beaucoup d'équipes, hein, mais Pourquoi? euh, bah, je pense que en vrai, moi, je suis un peu biaisé parce que je vois plus que les défauts. Mais comme dit, tu as quand même des superbes flashs de rotation au panier. Tu vois, tu as quand même un joueur qui peut être défensivement assez valuable. Peut-être pas All NBA, peut-être pas protection de cercle Jaren Jackson Jr., Mhm. Evan Mobley, etc. Mais qui peut switcher et qui peut apporter de la protection de cercle un peu secondaire. Mhm. Je pense que tu peux faire le pari. Et en attaque, tu peux avoir un gars quand même de 6-10, pardon, Mhm. qui peut te jouer des mismatchs au poste bas. Et si tu le développes bien, ça peut être un super cutter et un tireur en mouvement. Le truc, c'est que moi, là où j'ai un peu de mal, c'est. Et en plus, moi, sur le côté défensif, comme dit, ouais, j'aime bien. Et il y a des fins de match où je trouve il a été vraiment plus concerné et bon, parce qu'il y avait un peu d'enjeu et c'était compétitif. Donc, tu vois, ça m'encourage à acheter un peu plus sa défense. Ouais. Mais je trouve que, en fait, il y a quand même un gros risque et le potentiel maximal n'est au final pas si élevé. Mhm. Je sais pas ce que t'en dis de ce qu'on en dit, de ce que t'en penses de ce qu'on en dit. Et je trouve que le potentiel maximal, ça reste un joueur qui finalement est pas forcément un créateur d'attaque. Et donc, est-ce que ça en vaut la peine de prendre le risque de le développement se passe mal, quoi? Bah, c'est surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, il y a aucun moment où il ressemble à quelconque casseur de défense. Et c'est pas non plus un mec qui a l'air d'être assez bon pour être au-dessus d'un. Enfin, plus efficace que la moyenne de la ligue, rien qu'en un contre un. Donc, déjà, l'attaque, genre, tu vas être obligé de. Que ce soit plutôt un mec, un finisseur, qu'un créateur ou un connecteur, parce qu'en plus, il n'y a pas l'air d'avoir ni le passing, ni la vision de jeu. Donc, déjà au niveau de l'attaque, bah, c'est difficile de se projeter haut. Et défensivement, il a l'air d'avoir le corps, mais pas le logiciel pour le faire tourner correctement et pour que ça fonctionne. Donc ouais, non, moi j'achète pas. J'achète pas ce que tu m'as présenté en tout cas. Ouais, mais tu vois, le côté. Il y a quand même beaucoup de risques pour arriver à une version finale qui est bah, pas ultra valuable, quoi. C'est un peu ça En tout cas, moi, c'est mon sentiment que j'ai Et avec lui. tu vois, par rapport à un mec comme Ron Holland qui a été pris par Détroit, qui a l'air d'être un prospect très défensif, un peu brut en attaque, il se place comment par rapport à lui? C'est-à-dire, il se place comment Est-ce dans que, défense? est-ce que défensivement c'est meilleur que ce que Ron Holland a l'air d'être ou l'était en NCAA? Ou est-ce que du coup offensivement, parce que du coup c'est un peu un profil comme ça pour l'instant j'ai l'impression avec beaucoup de potentiel au défensif et une attaque un peu brute avec potentiellement des choses à développer sans aucune certitude quoi. Ben, ouais, je pense que le premier truc, c'est que l'upside défensif, il est beaucoup plus grand que Ron Holland. Ok, Parce que, bah, pour le simple fait des mensurations, quoi, pour le coup. ouais. Et Ron Holland, c'était de la G-League, donc c'était un peu dur à lire. Ah oui, ok, ok, ok. Ouais. Donc c'était un peu plus dur à lire, mais tu vois, euh, enfin, j'ai l'impression que vu que Bailey a un peu ce potentiel de low man, ou en tout cas Mhm, secondaire, ce sera pas ton protecteur de cercle, tu vois, je pense, sur un 5 small ball. mhm. Euh, En tout cas, peut-être à terme, mais je lui souhaite. Mais bon, voilà. Il y aura un peu de boulot. Mais tu vois, c'est un peu un rôle différent de Ron Holland, je trouve, défensivement. Et je pense qu'il y Mm. a plus d'upside, même si Ron Holland, moi, j'aime beaucoup sa défense cette saison, quoi. Je suis agréablement surpris. Ok. Bon. Est-ce que tu veux l'annoncer dans une équipe? Est-ce que tu veux annoncer l'équipe qui va faire l'erreur de le prendre trop haut? Bah,
Je pense que il y a un truc avec lui de si tu le draftes et que tu le développes pas en tant que ball handler, moi ça me va parfaitement, tu vois. Je pense, comme dit, qu'il y a quelque chose à creuser sur le côté shoot et peut-être shoot en mouvement et tu vois qui punit les mismatchs un peu de temps en temps comme le fait Porzingis ou comme le fait tu vois un peu comme le font les Celtics, hein, voilà. Mais si tu le prends en genre deuxième ou troisième et que tu lui dis vas-y ça va être mon créateur d'attaque, là je pense que ce sera une grosse connerie quoi. Du coup, où est-ce que j'aimerais voir ce genre de profil? Bah, je pense qu'ils le feront pas. Mais tu vois, je me dis en vrai, aux Spurs qui ont déjà pas mal de créateurs et de casseurs de défense, Hmm. ce serait limite entre guillemets, ça pourrait être cool quoi pour lui. Pour Hmm. lui, ça pourrait être super cool pour Bailey. Moi j'ai peur des Pelicans. Je vois la connerie arriver, genre ah ouais on n'a pas gardé une grappe. Oh putain. On va reprendre un mec qui vit dans le mi-distance qui est pas efficace. Bon en plus Ingram il avait le passing, là Bailey il a même pas ça quoi. Il l'a pas encore. Il l'a pas encore. Bon, et puis niveau de passing d'Ingram à mon avis vu ce que tu décris Ouais, je pense qu'on n'y est pas. Il va ouais. falloir se lever de bonne heure pour Ouais ouais. l'attendre quoi. Putain. Parce qu'Ingram, c'est vrai que c'est un bon passeur, hein. Ah ouais, c'est un passeur génial en vrai. Là pour le coup lui il est précis de loin et il a les outils physiques et il a la vision de jeu quand même. C'est Ouais. juste c'est le régime de tir qui est problématique. Mais bon, ok. Putain, bah du coup, ça en fait, ça va finir où ce bordel? Oh, à Ben, Washington? Oh non, l'horreur. non, il y a plein d'équipes où j'espère pas pour l'équipe et pour lui, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Genre, s'il va aux Hornets, je pense que le duo Brandon Miller, Ace Bailey, Avec la Melo Ball là? oh là là, en termes de sélection de tir, ça va être cool, quoi. Ça va être Ok. génial. Ah, là, il va y avoir de la pression au cercle, hein. Oh là là, oh la vache. Mais Ouais, du coup, en fait, ça fait. aux Sixers, tu vois, à la limite, si les Sixers ils tombent, il peut être avec Paul George. Paul George sera content. hmm, Et en fait, tu vois, moi, je veux un environnement où il aura le moins de responsabilités possible, enfin offensive. hmm. En tout cas, tu vois, vraiment le maximiser. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel et qu'il n'est pas top 3 pour rien dans le côté, pas casseur justement, mais finisseur, quoi. Hmm. Finisseur, je pense que tu peux avoir vraiment un bon cutter, un bon shooter en mouvement et 2-3 post-up de temps en temps s'il a vraiment le mismatch, quoi. Oui, mais t'y crois pas, quoi. Là, t'as pas envie que ce soit. Tu le prendrais pas dans un top 10 pour l'instant. Moi, Ouais, peut-être fin du top 10. ok. Fin top 10, tu vois, si tu le prends 8, 9, 10, ça me va parce que, comme dit, il y a quand même un gros upside. Mais tu vois, si tu le prends 3, moi j'ai un peu de mal, quoi. J'ai un peu de mal. Un peu de Ok. mal. Bon. Mais tu vois, il y a quand même un profil assez rare, ne serait-ce que physiquement, quoi. Oui, mais si t'as. Enfin, je veux dire, des profils rares. Le basket, c'est un sport de technique, d'adresse, de. Enfin, faut avoir des. Si t'as un corps incroyable, ça te sert quand même Ouais, pas et toujours à grand encore, chose. Hein. et en Tu vois, plus, DeAndre Ayton, il a un corps incroyable. Bon, bah. ouais, et en plus, il y a le côté, il a les mensurations incroyables. C'est juste ça. Premier pas, tu vois, on n'est pas sur un truc du tout élite. Hmm. Fluidité, coordination, souplesse, etc. Tu vois, il est très rigide en fait, je trouve. Euh, Après, on est peut-être, tu vois, par exemple Patrick Williams, on n'est pas à ce niveau, mais c'est Ouais. un joueur qui a des outils physiques, enfin mensuration, qui sont géniaux, mais qui en fait tout le reste des outils physiques pour être un bon driver, etc., etc. Et ben il les a pas du tout quoi. Ouais. Et même un truc qui me fait un peu peur, ne serait-ce que sur le handle ou des choses comme ça, c'est que il a un centre de gravité qui est super haut. Il a des très longues jambes, Ace Bailey. Oh là là. Mais c'est quoi ce prospect piégeux? On dirait qu'il a été fait dans un moule de genre. Le mec qui va être pris haut qu'il fallait pas prendre. Ouais, bah il y a un peu de ça, hein. Il y a un peu de ça. Et tu vois, le centre de gravité, enfin les jambes super haut, ça fait que
sur le handle, je vois pas comment il peut développer un très bon handle. Voilà, Tu vois. misère de misère. Bon, tout ça pour dire que, ouais, moi, je lui souhaite à lui de tomber aux Spurs. Ok. Tu vois, et après, il y a des équipes où j'ai vraiment pas envie que ça tombe, genre... Putain, t'imagines aux Raptors, avec Scotty Barnes, Brandon Ingram, tout ça. Pas envie. Hmm. Les Pélicans, j'ai pas envie. Le Jazz, à la limite, Oh là là. il aurait pas trop de responsabilités. Oh là. Quoique. Le Jazz. Ouais. On va jamais s'en sortir. Aux Mavs, Ça serait magnifique. Franchement, quitte à finir, à continuer 2025 qui n'a aucun sens, allons-y quoi. tu vois, genre le soir de la loterie, oh la dinguerie, les Mavs top 3 et tout. Et Tac, tac, tac. ils Et prennent. après t'as Kyrie, t'as AD, c'est la raquette défensive, elle est sympa avec Ouais, Bailey, je super. pense, tu vois. Bah ouais, non, sauf que AD il veut pas jouer, Ah ouais. 5. Aïe aïe aïe. De toute façon, Ah ouais. AD il faudrait déjà qu'il joue. Pareil C'est pour vrai. Kyrie. Oui, mais ils tankent là, ils vont. Bon, Kyrie, non, il Mm. s'est fait vraiment bobo, mais. Ouais. Ouais. Mais ouais, ok. Est-ce que t'as fait des over-under ou pas? Ouais, moi j'y crois tellement pas au profil là. J'ai over-under. Je fais un over-under, je te fais over-under 0,5 sélection All-Star. Under. Ouais, bah voilà, super. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme over-under du coup? Je sais pas, sois créatif, tu vois. Over-under All-NBA Defensive Team 0,5. Under. Over-under All Rookie Second Team. Ouais, allez, quand même, over, allez. 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 Over-under 20 points par match en carrière sur une saison. Ouh. Ouh. Euh, Tu vois, est-ce qu'il peut pas faire une saison un peu genre à la Harrison Barnes, tu vois? Oui, c'était un peu l'idée en vrai. C'était un peu le. Après, ma question c'était est-ce que cette saison à 20 points elle est over-under sans true shooting plus? Ouais, voilà, allez, je dis over une saison à 20 points. Et Et over-under genre, le true et shooting plus? 98 de true shooting plus, tu vois. Ok, ouais, bon, ok, allez. Si tu veux, allez, remballe-moi ton profil là. J'ai pas envie de faire ça, moi. T'achètes pas? J'achète pas du tout. Mais alors, pas, genre, j'y mets pas un centime, quoi. Ok. Et ben, je comptais sur toi pour arrondir les angles. Oui, bah. Tu les as bien, tu les as bien aiguisés, tu les as bien aiguisés. Bah écoute, ouais, on n'est pas là pour. On n'est pas là pour vendre de la mauvaise cam. Ouais, exactement. Donc, bah, j'espère que quand même j'ai essayé de dire quand même des choses positives avec lui. Mhm. Bon, Parce que tu vois, on verra les ça reste un retours des gens. prospect. Hein. Si ça se trouve, les gens nous diront Ouais, qu'on a été trop rêches. Hein. Si ouais, les gens peut-être. ont écouté jusqu'au bout, déjà. C'est Ouais, toujours la c'est vrai. question, au final. Mais ouais, tu vois, ça reste un prospect où il y a beaucoup d'incertitudes et de potentiel, pas de potentiel, mais de chemins différents qu'il Mhm. pourrait emprunter, tu vois. Ouais, ouais. Et je pense que, en vrai, si faut retenir un truc, du coup, ne tombez pas dessus, mais c'est plus que on pense que, enfin, je pense, et Azad peut-être aussi, mais qu'en tout cas, même le scénario maximal où tout se passe bien avec lui, eh ben, ça reste un joueur qui ne vaut pas le coup d'un risque d'un top 3 pour nous. Ouais. Pour nous. Oui, Voilà. oui, clairement. Et si des gens sont pro Ace Bailey, bah ça peut être super intéressant d'en discuter dans la joie et la bonne humeur, tu vois. Oui, toujours. Toujours. Ça c'est cool. C'est qu'on n'a jamais eu de commentaires, on va dire, insultants. Après, Non. On a on fait vraiment. Ouais, bon, alors c'est peut-être parce qu'il y a personne qui commente. Mais pour le coup, on n'a jamais été. On a eu que des retours soit instructifs, soit positifs. ouais, c'est Donc, ça. Après, la on fait kiffance. rarement des podcasts où on descend des mecs. Enfin, le but, c'est pas de le descendre, mais tu vois, on Bon, est là, souvent très ouais. positif et on parle de ce qui se passe de positif aussi, Bon, quoi. là, on a été un peu négatif. C'est peut-être le premier podcast un peu négatif
Mais bon, non, bon, il y a des fois quand on classe les top 25 des jeunes, sinon. Oui, c'est vrai. Mais ça se fait toujours dans la joie et la bonne humeur, comme dit. Toujours. Toujours. En tout cas, si vous êtes fan d'HBLA, c'est avec plaisir qu'on en discutera. Ouais. Et de toute façon, Moi, voilà. je suis On là, a com- j'adore apprendre à désapprendre. Donc, n'hésitez pas à venir nous expliquer ce qu'on a loupé et pourquoi on pourrait avoir manqué quelque chose. Exactement, exactement. Et quelque chose que je m'étais noté aussi, pardon, qu'on n'a pas dit, mais que je vois sur mes notes et que du coup je le dis comme ça, j'ai fait toutes mes notes. Du coup, vraiment sur le jeu, mais je trouve qu'il n'a pas une très bonne coordination main-œil. Hmm. Voilà, un petit truc en plus aussi. Il chasse beaucoup main droite et il y a beaucoup de fois où tu vois, il tape un peu à côté de la balle ou des choses comme ça, quoi. Non, mais c'est bien, ça fait rêver. Hein. Non, mais restons positifs, Azad. Oui, Restons restons positifs. positifs. Restons positifs. Et quand il sera All NBA First Team, on sera très content d'avouer que j'avais tort. Bah allez, vendu. Tout simplement. On fait ça. Voilà. Et bah écoute, après 2 podcasts enregistrés aujourd'hui, on est maintenant ensemble depuis 3 heures tous les deux, donc je pense qu'il va être temps d'aller manger et de laisser nos auditeurs tranquilles et de leur souhaiter une bien belle journée et leur annoncer qu'on se retrouvera sûrement pour d'autres profils de draft. Il va bien falloir qu'on fasse aussi le fameux drapeau que tout le monde suit de loin, donc il Et va que tout falloir... le monde souhaite capturer. Exactement, exactement. Du coup, voilà, on parlera capture de drapeau peut-être une prochaine fois. Moi, en attendant, je vous souhaite une bien belle journée et je vous dis à très bientôt.